Bonjour, je suis Marion Martinelli, je suis psychologue et neuropsychologue. Je travaille dans le service de psychiatrie adulte du professeur Christophe Lançon à l'hôpital de la Conception à Marseille. C'est un service hospitalo-universitaire rattaché à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième séance de psychothérapie avec Madame A, qui souffre d'anxiété sociale. Ce suivi psychothérapeutique est composé de 9 séances au total. Je vous encourage à les écouter dans l'ordre pour une meilleure compréhension de leur contenu. Vous allez donc entendre aujourd'hui la deuxième séance avec Madame A, qui, je vous le rappelle, a une trentaine d'années et consulte pour un motif d'anxiété sociale jumelé à un manque d'estime de soi. La psychothérapie est de type cognitive et comportementale. Elle vous est proposée au format audio uniquement. À titre indicatif, en début de thérapie, je reçois Madame A à la fréquence de 1 rendez-vous par semaine, puis nous éloignons progressivement les séances jusqu'à arriver à une séance par mois en fin de thérapie et des rendez-vous à la demande si nécessaire par la suite. Au jour d'aujourd'hui, aucun rendez-vous n'a été demandé suite aux 9 séances de thérapie. Je le rappelle également, ces enregistrements ont été réalisés dans un cadre à la fois pédagogique pour servir d'apport au cursus de formation des thérapeutes, mais aussi dans un objectif de prévention en santé mentale pour montrer ce que c'est qu'une psychothérapie et aider ceux qui en auraient potentiellement besoin ou envie à être moins réticents à l'idée de se lancer. Enfin, vous l'avez sans doute remarqué en écoutant la première séance, ce suivi s'est fait intégralement en distanciel, en utilisant la visio, du fait de la distance géographique entre la patiente et moi-même. Vous remarquerez par la même occasion que le distanciel ne gêne en rien les avancées thérapeutiques dans la mesure où le thérapeute et le patient sont OK avec ce mode d'interaction. Pour ma part, je pratique le distanciel quand les circonstances l'imposent et je n'ai jamais remarqué de différence avec le présentiel en termes d'avancées thérapeutiques. Alors, au niveau de la séance d'aujourd'hui, ce qu'on va chercher à identifier chez la patiente, ce sont tout d'abord les acquis de la séance précédente et le travail hors séance qui tourne autour de la recherche de l'origine des difficultés sociales de Madame A et le fait de se regarder fonctionner dans son quotidien. On notera également les associations libres et les souvenirs rapportés spontanément, la réaction émotionnelle vive de Madame A face à l'évocation de sa blessure psychologique, et la compliance de la patiente envers la thérapie et la thérapeute. En effet, Madame A apparaît toujours acquiescente face à moi et l'alliance thérapeutique semble assez bonne, mais, parce qu'il y a un mais, il est nécessaire de rester quand même attentif à ce qu'il ne s'installe pas au cours du temps une relation verticale entre nous deux, avec moi dans le rôle de la sachante et elle dans le rôle de l'ignorante passive qui dit oui à tout. Car en tant que thérapeute, moi, je ne suis ni plus ni moins que le miroir des autres. Et on peut partir du principe que Madame A reproduit avec moi des interactions sociales verticales qui dysfonctionnent quand on souffre d'anxiété sociale. On peut également faire l'hypothèse que c'est aussi ce dysfonctionnement qui génère de l'anxiété sociale, alimentant ainsi le cercle vicieux qui se met en route à travers cette anxiété. On en parlait en fin de séance dernière, du cercle vicieux. Pour ce qui est de la thérapeute, donc moi-même, notez bien les choix des axes de travail de la séance d'aujourd'hui et les relances pour encourager la patiente à explorer certaines réflexions ou souvenirs infantiles. Je fais un retour sur le travail à domicile. Notez également les comportements d'empathie envers la patiente. Ça renforce la relation thérapeutique. Le retour qu'on peut faire sur la liste des pensées automatiques et des distorsions cognitives avec l'utilisation du jeu pour rendre le travail un petit peu plus ludique et la relation plus agréable. J'insiste également sur le lien entre la plainte actuelle et le souvenir infantile. On a également travaillé sur les 2 raisons adaptatives de rejouer des blessures infantiles. Il peut y en avoir plus que 2, mais
Là, on a travaillé sur 2 raisons en particulier. Mettre en lumière le lien qui existe chez la patiente entre le comportement d'isolement et la faible estime qu'elle a d'elle-même. Et un exercice sur l'estime de soi qui consiste à objectiver ses qualités et ses défauts pour plus de souplesse. Je vous souhaite une bonne séance à tous. On se retrouve à la fin de l'audio pour faire un point de conclusion, le travail à domicile et les références bibliographiques qui auront été utilisées directement ou indirectement durant cette séance. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième rendez-vous qu'on fait ensemble. Par rapport à l'entretien précédent, est-ce que vous avez des questions, des remarques? Est-ce que vous pourriez me faire un retour sur ce que vous avez retenu? Alors oui, j'ai noté des petites choses. Hop, j'ai noté un petit peu en brouillon peut-être. Donc, alors, déjà j'ai noté que voilà que le fait que je puisse être jugée, qu'il puisse avoir un risque à être naturel, c'était quelque chose que j'avais appris durant mon enfance. Donc j'ai essayé un petit peu de me creuser, savoir si ça pouvait être que à l'école ou si ça peut venir aussi de la famille. J'ai un petit peu réfléchi sur ça. Oui. Voilà. Et j'ai également noté que j'avais encore du travail à faire sur le jugement que j'avais de moi. Mais ça, voilà, ça se retrouve du coup dans les biais de pensée que j'ai notés. Voilà, et j'ai tenté cette semaine de me regarder fonctionner quand j'avais des pensées qui me mettaient un peu mal à l'aise. D'accord. C'est pas facile. Ah bah oui, j'imagine, mais c'est super que vous ayez... Voilà, mais au moins, ouais. Déjà, c'est pas facile d'y penser, à le faire. Et puis, une fois qu'on a eu le réflexe, c'est pas facile de maintenir ça. Mais bon, je pense que c'est un exercice à faire plus longtemps. Oui, bien sûr. Je dirais même presque tout le temps, en fait. Il faudrait pouvoir observer ses pensées tout en ayant en ayant une certaine distance avec elles, une distance que moi j'appelle une distance émotionnelle. Même si on croit très fort à ses pensées, de pouvoir les observer, ça maintient une distance émotionnelle et c'est plutôt thérapeutique, j'aurais tendance à dire. Oui, oui. Ok. On peut revenir sur ces 3 points. Donc, le risque, quel est le risque d'être naturel et d'où ça vient? Le travail sur l'estime que vous avez de vous, enfin, vous disiez, il y a du travail encore à faire sur l'estime que j'ai de moi, et vos pensées déstabilisantes, difficiles durant la semaine. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais bon, toujours quelques-unes à travailler. Non, je veux dire, ça a été une semaine assez tranquille. Ok. Voilà. D'accord. Par quoi vous voulez qu'on commence par... on le reprend dans l'ordre ou vous voulez qu'on commence... Vraiment n'importe. Ok. Alors, peut-être on le prend dans l'ordre. Vous disiez l'origine de cette pensée, il y a un risque, ou l'origine de cette peur, il y a un risque pour moi si je suis naturelle. J'ai peur du jugement. Hein. C'est ce qu'on avait parlé d'un risque physique. Oui. Non, j'ai pas peur d'un risque physique. C'est vraiment peur du jugement. Ok. Et d'être rejeté. Ok, donc on est... Suite à ce jugement. Oui, donc on est plutôt dans une peur du rejet ou une peur de l'abandon. Que le lien d'attachement aux autres soit cassé si vous étiez naturel et qu'on devait avoir à vous le reprocher. C'est ça. D'accord. Par rapport à l'origine de cette peur, est-ce que vous avez pu y réfléchir du coup? Je me suis remise à réfléchir à ce qu'on avait parlé au niveau de l'école. En me remettant dans mes pensées, je pense que j'avais quand même plus de jeux avec les autres que j'ai pu y penser la semaine dernière. Mais c'est vrai que je retiens ces moments toute seule.
Et ce que je retiens, c'était quand même si faut pas tout tourner ça, mais je pense bien que c'était moi qui m'étais dans ma bulle. Parce que plusieurs fois, je me suis rappelée, ou des fois on faisait tiens, Mélissa, on va jouer, tout ça. Et je pense que ça m'arrivait même petite en maternelle, euh, ou CP peut-être. J'ai passé le CP dans un seul endroit, donc je me rappelle très bien à l'époque, et je disais pas forcément oui, je disais non, j'étais plus à l'aise, voilà. Donc ça vient peut-être pas forcément de là. Et après, au niveau famille, j'ai reçu, il me semble, tous les soins qu'on a pu recevoir, qu'on peut recevoir. J'ai un grand frère et une grande sœur qui demandaient peut-être un petit peu plus d'attention. Moi, je me mettais, voilà, pareil à la maison, dans ma bulle, mais bon, voilà, dans ma chambre, je jouais, j'étais sage, comme dit ma maman. Et je dirais que peut-être le seul besoin qui me manquait, ça aurait été peut-être voilà, un peu plus de présence de ma maman. Alors, je sais pas pourquoi, je pense pas forcément à mon papa ou à mon beau-papa, mais vraiment de ma maman qui vient dans ma chambre et voilà, qui vient me parler, me jouer avec moi, rigoler ensemble. C'est vrai que de ce côté-là, elle était pas mal occupée, pas mal aussi. Je pense qu'elle avait un trouble aussi de l'attention. C'est pas prouvé. Oui. Mais je pense toujours un peu occupée dans ses pensées. Et du coup, voilà. Vu que moi j'étais dans ma chambre tranquille, elle pensait pas forcément venir m'embêter en fait. D'accord. Et moi je ne demandais pas non plus. Après, tous ensemble, on s'entendait bien. Mais il n'y avait pas une harmonie. Bon, je ne connais pas trop non plus les autres familles, mais disons par exemple dans les séries américaines, ça c'était pas du tout nous quoi. Je veux dire, on mettait pas la table en chantant, on mangeait tous à table, il n'y avait pas de souci, on s'embrouillait pas tout le temps, mais Oui. voilà, une fois qu'on avait fini, tout le monde dans sa chambre, tout le monde dans son coin. Bon. Donc finalement, la situation je m'isole dans mon coin, on peut dire que c'est un comportement que vous connaissez bien. Oui. Ok. J'aime bien sans aimer en fait. Vous l'aimez et en même temps, c'est aussi votre principale difficulté, c'est ça, l'isolement? Oui, même encore à l'heure actuelle, j'aime bien me mettre dans ma bulle et tout ça, j'en ai besoin. Oui. Mais ouais, peut-être que quand j'étais petite, c'était trop. Mm. J'ai passé trop de temps et personne venait forcément rentrer. En tout cas, quand j'étais à la maison, personne venait forcément rentrer dans ma bulle et peut-être me coucou, il y a de la joie autour. Oui. Ok. Ok, je le note et puis on sera certainement amené à y revenir à cette parce que voilà, c'est vrai qu'on touche du doigt un mécanisme qui est profondément ancré chez vous, qui est l'isolement. Donc je pense qu'on sera amené à y revenir. Le deuxième point sur lequel je voulais qu'on passe un peu de temps, c'est le travail sur les pensées. Donc notamment, je ne sais pas si vous avez eu la possibilité, le temps de regarder la vidéo sur les distorsions cognitives. Oui, oui, j'ai regardé, j'ai noté des petites choses, j'ai pas réussi à remettre bien au propre, mais C'est pas si je grave. me concentre, j'ai noté des choses qui me concernent. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous avez noté? Oui, alors la toute première que vous parlez, lecture dans les pensées. Oui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup ancré en moi. Dès que, pratiquement à chaque fois que je rencontre de nouvelles personnes, c'est oh, qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'elle va penser, si c'est une fille, elle pense peut-être que je suis mal habillée, ou c'est un peu gros là, ce que je dis, mais ça Oui. m'effleure l'esprit Oui. de 3 secondes. D'accord. Voilà, c'est est-ce que je suis bien, voilà. Et pareil quand je vais parler de ça, il y a un autre biais de pensée qui est en rapport, je crois. Pareil quand je vais parler, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, Oui. voilà.
Et j'avais avant aussi lecture de l'avenir, Mhm. mais ça, c'était peut-être une période de ma vie. Moins présent actuellement, mais qui a été présent par le passé. Oui, oui, oui. Oui, oui, là, vraiment, beaucoup moins présente. Ça a été une période de ma vie, on va dire. Mais maintenant, Vous vous disiez quoi par rapport à l'avenir? c'est surtout quand je me suis mis à mon compte et que voilà, j'allais pas réussir, des choses à propos d'une entreprise et petit à petit, en faisant un petit travail sur moi, maintenant j'ai beaucoup plus confiance en l'avenir. Voilà, j'ai D'accord. réussi comment dire, à accepter d'avoir réussi et que ça va maintenant bien se passer. Mhm. Ouais. Oui. Alors qu'avant, j'avais beau réussir, je disais que non, c'était pas encore ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est le passage à l'action, le fait de vous lancer, qui vous a fait prendre confiance? Peut-être pas le fait de me lancer, mais le fait d'avoir vu que je réussissais en fait. D'accord. Au moment où j'ai fait plusieurs petites réussites, Oui. et je me suis dit, bon, en Mhm. fait, ça va. Ok. Ok. D'accord. On continue. Est-ce que vous avez noté autre chose? Euh, Là, mini, j'ai noté que mini, maximalisation, minimalisation. Il est un peu dur à dire, mais même moi j'ai un doute entre minimisation ou minimalisation. Je crois que Voilà, les deux se merci. disent. Oui, c'est compliqué. Donc ça, j'en avais déjà entendu parler il y a quelques mois, le syndrome de l'imposteur. Oui. Et je connaissais pas du tout. Et il y a quelques mois, j'ai dit, c'est vraiment moi. Plusieurs fois, je me suis dit, mais t'as réussi tout ça, il y a tout ça, tu fais tout ça, mais c'est pas moi en fait, c'est un coup de chance. Voilà, Ok. donc il y avait celui-là. Bon, après, je dirais qu'à la limite, c'est pas quelque chose non plus qui me gâche la vie. Oui, C'est à noter, mais c'est bon. peut-être pas ce qui est le plus envahissant ou le plus handicapant, mais c'est important de le noter. Hmm. Donc, voilà. Ok. Euh, il y avait mais ça on en avait parlé, la personnalisation. Donc c'était que je prenais tout pour moi, il me semble. C'est de ma faute que. Oui, Oui, c'est ça, j'ai mal noté, pardon. c'est ça. C'est exactement ça. Oui, il y a des fois, j'ai vraiment l'impression que c'est de ma faute. J'en ai une dernière, alors je ne sais pas si c'est Oui. l'autre. Ah, j'en ai deux, pardon. Allez-y. Mais je vais aller rapidement. J'ai la fausse obligation, ça c'est tous les matins. Euh, D'accord. faut que Dites-moi. je fasse ça, il faut que je. Mais bon. Alors, qu'est-ce que vous pourriez vous dire, par exemple, comme fausse obligation? Bah, il faut que dans mon travail, vu que je suis en auto-entreprise, bah, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça absolument aujourd'hui, alors que c'est peut-être pas forcément nécessaire. Je m'angoisse à l'avance. Et il y a peut-être même 2 3 ans, ça me réveillait à 4 5 heures du matin. Ah bah oui, ça c'est les angoisses. Voilà, Hmm. donc bon, Oui, j'ai compris et j'ai essayé de plus me détendre, ça va de mieux en mieux. Mais je les ai encore un petit peu. Bon, je veux dire, je vais boire mon café, mais après, je vais les avoir. oui. Oui, ça, Et ce qui effectivement. peut. Ouais, Voilà. Et j'en ai une autre, c'est le biais de confirmation. Il oui. n'écoute pas ce que je raconte, donc c'est à cause de moi. Je sais pas si c'est celle-là. Alors, il Je le n'écoute fais un pas petit ce que peu je... avec mon ami. C'était avec votre conjoint? Oui, D'accord. Il n'écoute pas ce que je raconte, c'est que ce que je dis n'est pas intéressant ou c'est à cause de moi? C'est ça l'exemple? voilà, c'est l'exemple que vous avez donné, et du coup, ça m'a fait tilt parce que des fois, c'est ce que je me dis. Et du coup, bah, cette semaine, j'y ai pensé, et des fois, j'étais là, mais en fait, non, pas du tout. Il peut être dans ses pensées et tout ça. Du coup, j'ai dit, tu m'écoutes pas, ça ne t'intéresse pas. Et Oui, ah, pardon, je suis dans mes pensées. oui, Alors qu'avant, oui. j'aurais dit, j'aurais boudé après, en fait. Oui, vous seriez resté sur votre interprétation. Il ne m'écoute pas,
c'est que ceci ou cela, mais c'est vrai que le biais de confirmation, en général, ça confirme une pensée très profonde qui est déjà là, qui est presque une vérité générale, en fait, pour nous. Si vous vous dites je ne suis pas intéressante, vous allez sélectionner un peu partout ce qui va confirmer que vous n'êtes pas intéressante. Voilà, je crois que j'en ai pas d'autres. Alors, moi, j'en ai vu une, j'ai entendu une en réécoutant l'entretien précédent. Et je vais vous demander, du coup, selon vous, quel est le biais de pensée qui est concerné. Quand vous avez dit, c'est vrai qu'avec le temps, je me suis améliorée. Oui, je me suis améliorée, mais c'était grâce au traitement. Mais c'est surtout grâce au traitement. Je vois. Oui, je vois. Je pourrais plus redire le nom de ce biais-là. Je les ai pas tous notés, mais je vois très bien lequel vous parlez. Le fait qu'on se donne pas le mérite. Exactement. Voilà. Oui. J'ai pas le mot. C'est ça. Oui. C'est la minimisation. Mm. C'est celui-là. Ok. Donc moi, ce que je vous encourage, c'est de continuer à vous observer en train de penser. C'est-à-dire de ne pas être, on va dire, la tête dans le guidon, à être envahi par vos pensées, plus ou moins angoissantes ou plus ou moins stressantes, mais avoir un genre de double perception. À la fois, vous la vivez, parce que vous êtes dans l'instant présent, vous vivez votre interprétation parce qu'elle arrive, et en même temps, aussi un petit temps de recul de vous dire, tiens, je suis en train de minimiser, ou tiens, là, je vais un peu trop loin. Oui. Vous l'avez fait spontanément, vous avez dit spontanément, dans la fausse obligation du matin. Alors effectivement, le je dois faire ceci dans la journée, c'est normal. Par contre, c'est aujourd'hui, absolument, c'est obligatoire, c'est hyper stressant en fait de se mettre ces injonctions supplémentaires. On a déjà suffisamment d'obligations. Là, effectivement, vous vous mettez un stress de plus et quand vous dites après, ça m'angoissait, mais évidemment, je comprends que ça vous angoisse, c'est tellement logique. Ok, donc moi, je vous encourage à continuer ce travail-là sur la prise de distance avec ses pensées. Et il y a quelque chose sur lequel je voulais revenir, c'est de faire le lien entre ce que vous m'avez décrit, cette scène dans votre enfance que vous m'avez décrit, où en fait vous vous isolez dans votre chambre et personne ne vient vous chercher. Ok. Pareil à l'école, on a la sensation, enfin moi je comprends qu'il y a une certaine volonté parfois de s'isoler. Du coup, je vous pose la question, est-ce que vous avez compris à quoi sert ce comportement automatique que vous avez toujours aujourd'hui de vous isoler? Ça vous émeut que je vous pose cette question? D'être sûr que je suis importante aux yeux des autres. Bien sûr. Je crois que c'est ça. Oui, je pense que vous avez très bien compris. De toute façon, vous êtes la mieux placée pour trouver les réponses aux questions que moi je vous pose. Ce comportement que vous rejouez encore aujourd'hui à l'âge adulte, presque à l'identique par rapport à lorsque vous étiez enfant, il est là pour vous prouver à vous-même que vous avez de l'importance, vous avez de la valeur. Et quand on touche du doigt la raison de nos comportements automatiques, on peut commencer à travailler en thérapie sur... Enfin, on a un axe thérapeutique, c'est... là, pour vous, ça serait l'estime de soi. C'est ce dont on parlait au tout début de la séance. Vous avez dit spontanément, c'était le 3e point que vous aviez abordé. J'ai fait beaucoup de progrès sur l'image que j'ai de moi, sur le fait de moins m'autocritiquer, tout ça. Mais il y a encore un peu de travail, je vous rejoins, oui, il y a encore un peu de travail. Et d'ailleurs, ce qu'on vient de soulever là, c'est un manque d'estime, un manque d'amour de soi en fait.
qui est compensée par ben, je fais en sorte complètement inconsciemment, je fais en sorte que les autres m'apportent ce que moi je suis pas capable de m'apporter toute seule. Donc finalement, rejouer une scène infantile à l'identique en attendant que ça marche, ça a certainement une certaine efficacité parce que vous l'avez gardé pendant toutes ces années. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, hein, mais j'avais pas fait le rapport entre le fait de s'isoler et le manque d'estime. Je savais que j'avais ça, mais j'avais pas fait le rapport. Oui. Pour ces raisons-là, c'est vrai que d'avoir une tierce personne, un thérapeute, c'est plus facile pour prendre conscience de ces mécanismes-là qui sont très inconscients et très enfouis surtout. Et moi, je voulais revenir sur quelque chose aussi par rapport à l'entretien précédent, ce que j'avais noté. Alors, je ne suis pas sûre d'aller sur la bonne route, donc c'est vous qui allez m'aiguiller pour me dire si mon interprétation, si mon analyse est bonne ou pas. Mais j'ai noté 3 points qui sont relatifs pour moi à de la punition, de l'auto-punition. Je m'isole, comme un enfant qu'on mettrait au coin, par exemple, ou qu'on envoie dans sa chambre au coin. Donc, il y a la question de l'isolement. Deuxième point, c'est les autocritiques. Quand vous dites « je me disais le soir que j'étais nulle », donc les autocritiques. Et le troisième point, c'est l'énurésie, le fait de se salir soi-même. Donc, s'isoler, s'autocritiquer et se salir, pour moi, ce sont 3 comportements auto-punitifs. Vous voyez ? Je ne sais pas trop quoi en faire. Je le remarque. Je l'ai remarqué, je l'ai noté. Je me suis dit, tiens, on est quand même sur le même mode on va dire, de comportement de soi à soi, en fait. Et je voulais vous en faire part. Là, de suite, je ne sais pas trop quoi en penser. À part que j'avais tellement une mauvaise image de moi que... Oui, je ne saurais pas quoi en penser là-dessus. Vous parlez... Mais oui, je suis d'accord. Vous parliez la dernière fois je crois que vous avez utilisé le terme « je me déteste », d'autodétestation. C'est quand même très très fort comme concept, hein, l'autodétestation. On est... le verbe détester, je le trouve très fort. C'est pas juste je supporte pas quelque chose chez moi, c'est vraiment... c'est plus intense que ça, c'est plus profond. Et là aussi, je me questionne sur finalement d'où ça vient. L'autodétestation, ça sort pas de nulle part en fait. Alors je dis pas que tout a forcément une origine, mais sur les choses qui sont très très importantes comme ça, j'aurais du mal à penser que c'est venu naturellement. Vous voyez ? Après, je veux dire, voilà, quand j'étais petite dans ma famille, j'ai quand même eu pour moi, quand on regarde de l'extérieur, une enfance heureuse. Heureuse, à part, voilà, j'étais peut-être pas forcément bien comprise. J'aurais aimé peut-être plus d'attention et d'amour physique, même si quand je venais voir mon beau-père, mon père ou ma maman, que je m'asseyais sur les genoux, j'avais de suite un câlin. Oui. Par rapport au schéma qui s'est passé pour votre sœur, où vous disiez elle était la princesse et d'un coup ça s'est arrêté. Est-ce que ça a été le cas pour vous aussi? Est-ce que vous avez senti qu'à un moment il y a eu un avant et un après, vous étiez la princesse et que d'un coup ça s'est arrêté? J'ai même pas moi-même senti, après je dis ça, je l'ai pas vraiment du coup vécu, je l'ai quand même ressenti sur ma sœur. Je l'ai pas, moi quand j'étais petite, j'ai même pas fait attention que
j'avais été mise sur un piédestal, comme on dit, et que D'accord. pour moi, on était égal par rapport aux yeux de mon père. D'accord. Ce qui n'était pas du tout le cas de ma sœur. Oui. Elle, on n'était pas égal, j'étais la chouchou, la préférée, tout, on me pardonnait tout. J'étais pas d'accord. Vous n'étiez pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec ce... Non, pour moi, on était égal. C'est vrai qu'après, j'étais plus sage, donc j'étais on me grondait moins, donc voilà. Mais non, là, Ok. j'ai pas d'autres idées pour l'instant. Non, et puis si d'autres choses vous reviennent, on pourra en discuter autour de cette question de l'autopunition et l'autodétestation. En tout cas, déjà, c'est déjà bien d'avoir pu identifier que le comportement d'isolement est un comportement adaptatif. Lorsque vous étiez enfant, c'était celui qui se prêtait le mieux à l'environnement dans lequel vous viviez, à la famille, ou les contacts avec vos pairs, PAIRS. C'est ce qui se prêtait le mieux, c'est ce qui offrait le plus de bénéfices certainement à ce moment-là. Ok. Vous disiez d'ailleurs, il y a un certain plaisir aussi dans l'isolement. À la fois vous aimez ça et en même temps vous ne l'aimez pas vraiment. Et puis on a pu faire le lien avec la manière dont vous rejouez ce scénario, ce qui est déjà très bien pour aujourd'hui. Je note aussi s'il y avait autre chose sur lequel je voulais revenir. Est-ce que vous avez d'autres points que vous vouliez aborder avant qu'on passe à la suite? Non, je relis là les notes que j'ai fait aussi. Non, je vous ai parlé de la famille, j'ai noté, des fois, oui, quand j'étais petite dans ma famille, je me sentais comme une plante verte, j'ai noté. D'accord. Voilà. Oui, ça, je vous ai dit que j'aurais aimé que ma maman vienne plus souvent me voir. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu la notion de plante verte? Je m'en rappelle aussi, par exemple, le matin, pour partir à l'école, où j'étais quelqu'un de très lente. Je faisais attention à beaucoup de détails quand je lassais mes chaussures, tout ça. Ça me fait penser à mon fils. Et du coup, au final, c'est ma maman qui faisait tout, m'habiller, tout ça. Me traîner par la main pour aller jusqu'au bus, pour aller jusqu'à l'école. Voilà, je veux dire, des fois on montait dans une voiture, peut-être que je faisais pas attention, mais je sais que ça peut être bien pensé. Je savais pas forcément où on allait, j'avais pas forcément d'explication. D'accord. Voilà. Après, une plante verte bien traitée, hein. Oui. Mais oui. Parce que du coup, la plante verte, ça questionne aussi sur quel était votre rôle au sein de la famille, votre mission. Est-ce que vous étiez investi d'une mission? Et oui, quand vous soulevez le terme de plante verte, moi j'entends, j'avais pas de place, ou j'avais pas de mission, j'avais pas de rôle. J'étais juste là et voilà, j'étais là dans un coin et puis j'attendais que le temps passe comme une plante verte. Ça me parle un peu ce que vous venez de dire. Enfin, j'ai été inutile, mais peut-être un grand mot pour définir, mais oui, peut-être. Ok. Là aussi, on pourrait faire le lien entre la difficulté à trouver sa place dans la famille, d'avoir un rôle prédéfini, d'avoir une place, et la difficulté à s'intégrer à des groupes avec ses pairs, des groupes sociaux, où on pourrait aussi se poser la question, dans ce groupe, quelle est ma place, en quoi moi je suis unique, complémentaire aux autres et en même temps différente, et que ma différence est complémentaire.
Et cet apprentissage-là, j'ai l'impression qu'il n'a pas été fait comme il aurait dû. Ça me parle beaucoup, ouais. J'avais noté, du coup, c'est le mot inutile qui me rappelle. Une phrase que j'avais notée, c'était par rapport à l'entretien. Je l'ai pensé quelques secondes, mais je l'ai noté quand même. Et j'ai marqué, quand je réécoute l'audio, j'ai l'impression de raconter des choses inutiles. D'accord. Qui servent à rien dans notre thérapie. D'accord. Ça me fait penser à ça. Et je l'ai pensé 2-3 secondes et après j'ai dit bah, oui et non, parce que bon, tout est bon quand même à prendre. Ouais, mais je pense que ça peut-être. Oui, alors effectivement, non, ce n'est pas inutile. Et au contraire, ce sont dans les petites choses du quotidien qu'on retrouve les plus gros mécanismes les mécanismes psychologiques, les mécanismes automatiques. Et c'est absolument pas inutile d'en parler, au contraire, moi je note ces petits détails et ça me permet ensuite de comprendre votre structure psychique et de pouvoir faire des liens entre les choses. Alors peut-être parfois je me trompe, peut-être parfois je me trompe pas. Bon, sûr, ouais. En tout cas, c'est vrai que chez vous, il y a en plus quelque chose de plus profondément ancré sur l'utilité sociale. Au sein de la famille, j'étais plutôt une plante verte, et au sein des groupes sociaux, je n'arrive pas non plus à trouver ma place. Et j'entends encore aujourd'hui, parce que vous m'en parliez la semaine dernière, et la fois d'avant aussi, j'entends encore aujourd'hui, j'ai encore du mal à 30 ans, plus de 30 ans, j'ai encore du mal à trouver ma place en société. Donc la question de la place, je pense aussi qu'elle est centrale dans votre histoire. C'est sûr, parce que quand vous le dites, c'est même une place même physique. Oui, dans la soirée, c'est plus, autant physique que mental au moment où je vais parler, quoi. Je sais pas si vous voyez physiquement vraiment mon corps. Oui. Je me sens déjà mal à l'aise et puis j'ai l'impression qu'on le remarque et puis du coup je le fais plus maintenant parce qu'on se dit qu'est-ce qu'elle fait, mais j'ai envie de aller de vous extirper du cercle. Voilà. De sortir. Parce que je sais pas où me placer, comment faire. Oui. Ok. Il y a toujours deux raisons pour lesquelles on rejoue des mécanismes. Le premier, on l'a déjà dit, c'est que vous cherchez à ce qu'on vous prouve que vous avez de l'importance et qu'on revienne vous chercher et qu'on vous intègre dans le groupe. Et le deuxième, est-ce que vous avez une idée de pourquoi est-ce qu'on rejoue Non, je ne vois pas. Le deuxième point, c'est la deuxième raison, c'est qu'en fait vous avez toujours connu ça. Vous vous êtes construite comme ça et que du coup vous continuez comme ça. C'est un processus qui est complètement normal. Quand on acquiert pendant l'enfance un certain mode de fonctionnement, la plupart du temps on continue à le rejouer en fait parce que c'est normal, parce qu'on a toujours fait comme ça. Et le cerveau ne se pose pas la question est-ce que c'est normal. C'est pas économique pour le cerveau de se demander tout le temps est-ce que c'est normal ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est adapté. On se pose pas ce genre de questions. L'isolement, tout ça pour dire que ce comportement automatique de l'isolement, il a deux raisons d'être. À la fois c'est ce que vous avez toujours connu, premièrement, et deuxièmement c'est une manière illusoire certes, mais une manière quand même d'avoir l'opportunité de guérir sa blessure. Oui, je suis d'accord. Oui. Donc, quand on remarque ces deux raisons, j'aimerais bien que vous puissiez sortir de l'autocritique par rapport à ça, parce que il n'y a rien de critiquable là-dedans. Donc, ça me parle, c'est sûr. Quand vous vous dites, ben voilà, je m'isole et je vois bien que c'est pas normal que je m'isole. Ok, mais ne soyez pas trop dur avec vous-même parce qu'en fait, si c'est normal, en fait. Oui. Oui, pardon. Oui, je comprends. Ouais. Ça va être dur, mais il va falloir l'intégrer, oui.
Oui, parce que le travail sur l'estime de soi, c'est déjà développer la bienveillance envers soi-même et comprendre que ce qu'on peut trouver anormal chez soi, en fait, est tout à fait normal. Quand on se pose et qu'on y réfléchit, j'aurais tendance à dire, mais en fait, c'est tellement logique. Bon, ça, c'est un début. Et après, il y a tout le travail sur l'estime de soi aussi qu'on pourra faire ensemble. Par exemple, sur l'estime de soi, il y aurait un travail sur ses défauts et ses qualités. Alors, est-ce que vous pourriez me donner, par exemple, une qualité chez vous? Oui. Une qualité. J'en trouve, mais ça, des fois, ça n'a pas forcément rapport avec moi. Par exemple, si je dis je suis à l'écoute des autres. S'il y a quelque chose que j'aime bien chez moi, c'est pas à 100%, mais j'arrive bien à me mettre à la place des autres, encore les autres. Oui. Mais j'aime bien, ça m'aide beaucoup. Je me mets à la place des autres pour les comprendre et du coup. D'accord. D'accord. Donc ça serait une qualité. De savoir se mettre à la place des autres, d'être à leur écoute et de les comprendre. Je pense que je suis aussi courageuse. C'est quelque chose qui me concerne vraiment. Enfin, c'est dur à trouver, mais oui, je pense que ça, c'est une qualité que j'ai. D'accord. Ok, je vais le noter. Être à l'écoute des autres et être courageuse. Et est-ce que vous pouvez me donner un ou deux défauts que vous avez, enfin que vous considérez comme un défaut? Oui. Pour moi, c'est vraiment manquer de confiance en moi. Le manque de confiance en soi. Donc voilà, et après, peut-être d'être trop tête en l'air. Ok. Et de réfléchir trop. De réfléchir trop? Oui. De manquer de confiance en soi, d'être tête en l'air, de réfléchir trop. Ok. On va prendre pour un des défauts que vous avez et pour une des qualités. Ce qui serait intéressant, c'est de me dire quels sont les avantages et les inconvénients pour chacun d'eux. Par exemple, manquer de confiance en soi. En quoi c'est un avantage? Un avantage, je trouve pas d'avantage. Non, je trouve vraiment pas d'avantage à ça. C'est pas évident comme exercice. Oui, je trouve pas mal d'inconvénients. Oui, c'est normal, vous le voyez comme un défaut. Être courageuse, en quoi c'est un avantage et en quoi c'est un inconvénient? Oui, c'est un avantage, parce qu'on peut avancer dans la vie un peu comme on désire. Moi, je veux dire, voilà, quand on veut faire quelque chose, on ose se lancer. Et du coup, ça peut être un inconvénient parce qu'on peut se retrouver dans des situations un petit peu compliquées. On pensait que rien qu'avec le courage, ça allait passer, mais non. On peut se retrouver dans des situations qu'on n'a pas forcément voulu. Oui, effectivement.
l'excès de courage devient peut-être de la témérité et du coup, effectivement, ça peut mener à des petits soucis. Alors, en quoi le manque de confiance est une qualité? On peut se remettre en question, peut-être. Peut-être qu'on peut... ça peut nous apprendre que c'était pas bon qu'avant, à essayer à oser demander de l'aide à d'autres personnes, voilà, qui peuvent ensuite nous apprendre des choses et nous faire avancer. C'était pas le cas avant, c'est-à-dire qu'avant vous restiez seul dans votre difficulté? Oui, il fallait que je m'en sorte par moi-même, sinon j'étais nulle. D'accord, donc finalement, le manque de confiance peut être une qualité, puisque d'autant plus c'est parlant pour vous, parce que ça vous a permis parfois de sortir de votre isolement, et on sait que l'isolement est quand même central chez vous. Donc finalement, ce que vous voyez comme un défaut peut être vu comme plutôt salvateur. Ok. Ce travail-là, vous pouvez aussi le continuer, c'est-à-dire noter plusieurs de vos qualités, plusieurs de vos défauts, et de voir comment les défauts peuvent être des qualités, et les qualités peuvent être des défauts, et qu'en fait tout ça n'est pas clivé, comme s'il n'y avait aucun avantage aux défauts ou aucun inconvénient aux qualités, mais qu'on peut retrouver quelque chose de souple entre les deux. Et ça serait bien si vous pouvez faire cet exercice, le continuer. Avant qu'on termine, vous avez des questions? Est-ce que vous pouvez me faire un retour sur cet entretien? Est-ce que vous en avez compris? Des questions, non, pas forcément, mais j'ai quand même compris beaucoup de choses. Non, beaucoup de choses. Une chose essentielle, oui. C'est tout à l'heure quand on a dit que je m'ai isolée pour voir si j'avais de l'intérêt pour les autres. Ça, j'avais pas fait le lien et rien que là, ça fait du bien. D'accord. Oui, c'est un lien, je trouve, très important, parce que c'était le motif de votre demande de consultation au départ, l'isolement social. Donc c'est bien d'avoir pu trouver la racine. Et maintenant, on va essayer de travailler sur comment est-ce qu'on peut changer ça et d'y aller étape par étape. Ok. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous. Merci. Vous venez d'entendre la séance numéro 2. On va faire un point de conclusion et des points importants à retenir. Premièrement, la souffrance chez Madame A vient de la peur du rejet. Si vous vous intéressez un petit peu au fonctionnement, au développement de l'enfant, la peur du rejet, c'est le schéma de l'abandon. Et le schéma de l'abandon, c'est le besoin fondamental de l'enfant qui est la sécurité de l'attachement. Donc là, on est dans une insécurité affective qui sera une thématique qui va nous suivre tout au long de la thérapie. La patiente remarque que l'isolement, les moments de solitude temporaire sont nécessaires à son équilibre. Mais utilisés trop fréquemment et trop longtemps, cette stratégie devient génératrice de souffrance plus que de bien-être. Tout est donc une question de dosage. Les souvenirs infantiles douloureux reflètent des situations d'isolement social et de manque d'estime des autres à son égard. On retrouve l'image de la plante verte bien traitée, mais plante verte quand même, associée à ces souvenirs. Il existe donc un lien direct entre la difficulté à trouver sa place et son rôle unique dans la famille. La patiente pense qu'elle est inutile, ce qui se transpose dans son rapport aux autres de manière générale quand elle dit « je suis inutile », dans la thérapie « je raconte des choses inutiles », etc.
Le fait de se sentir, à l'inverse, quelqu'un d'unique, de capable, d'intéressant et de performant, d'avoir une place bien définie et non pas d'être posé comme une plante verte, d'être investi d'une mission au sein de sa famille est un besoin aussi nécessaire à l'enfant, tant dans l'enfance qu'à l'âge adulte d'ailleurs. C'est le passage à l'action et les résultats obtenus par le passé qui sont thérapeutiques. Les comportements que l'on rejoue à l'identique, en miroir d'un souvenir infantile, servent à guérir d'une certaine manière la blessure, le traumatisme qui a été vécu. Ici, la patiente cherche à être rassurée qu'elle est importante aux yeux des autres. On retrouve donc le rôle social et la valorisation de l'estime de soi qui, si l'objectif de ce comportement automatique va dans ce sens, est sans doute le signe que l'estime de soi devra être un axe de travail et que c'est par là qu'on devra passer pour limiter ou arrêter l'utilisation de la stratégie d'isolement social qui l'a fait tellement souffrir. Et enfin, la patiente ne reconnaît pas encore qu'elle utilise dans l'enfance préférentiellement l'autopunition pour se décharger émotionnellement. Nous reviendrons sur ces thématiques au cours des séances 7 et 6, et on parle bien d'autocritique, d'énurésie nocturne et d'isolement. J'y reviendrai plus tard parce qu'à ce moment-là de la thérapie à la séance 2, je sens que ce sont des thématiques qui sont difficiles à aborder pour elle. Il y a soit une forme de blocage, ou soit elle n'en a pas encore conscience. Pour ce qui est du travail hors séance, il s'agit de continuer le travail sur ses qualités et ses défauts qui a été commencé en fin de séance. De travailler à développer l'empathie envers soi-même, par exemple à travers cet exercice. Également de continuer à observer ses pensées automatiques et ses distorsions cognitives. Et l'écoute de la séance numéro 2, toujours un petit peu à distance, pour avoir cette deuxième lecture de l'entretien et ainsi pouvoir continuer à avancer, mais en autonomie. Parfois, il y a des choses qui, lors de l'entretien, ne sont pas faciles à observer, à assimiler, à réfléchir, alors que lorsqu'on écoute l'entretien un peu à distance, ça peut être beaucoup plus clair pour nous. Moi, j'encourage les patients à enregistrer leurs séances et à les réécouter. Au contraire, ça permet d'aller encore plus vite, je trouve, dans la thérapie. Et voici les références bibliographiques évoquées durant cette vidéo si vous souhaitez aller plus loin dans vos recherches. Pour récupérer ces liens, parce que vous ne pouvez pas cliquer sur le diaporama, ça ne mènera pas au lien internet. Vous allez en dessous de la vidéo sur afficher plus, vous cliquez et il y a un menu déroulant qui va s'afficher avec les liens. Merci pour votre attention, j'espère que cette séance vous aura été utile. Cette vidéo est maintenant terminée, vous pourrez ensuite écouter la séance numéro 3. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents moyens proposés ici, YouTube, Facebook, la newsletter, notre site internet et également notre page Instagram, la Psy du Soleil. À très bientôt.